Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous avais promis une nouvelle édition du forum, notre fameuse foire aux questions. J'ai pris du retard, il y a eu beaucoup de travail parlementaire, vous l'avez suivi, et par conséquent, on a accumulé énormément de questions. Alors je vous remercie pour toutes vos questions. Mon équipe a fait une sélection qu'on va regarder ensemble, ça a été trié par thème, il y a énormément de questions. On va essayer d'être le plus efficace possible pour vous apporter toutes les réponses aux différentes questions que vous posez sur beaucoup de thèmes, vous allez le voir. Allez, c'est parti pour la deuxième édition du forum. Alors, la première question nous est arrivée de Twitter par Caroline D, Carolinette13, qui nous pose la question « N'y a-t-il aucun recours quant à la campagne scandaleuse de Macron ?» Eh oui, vous aurez compris que ce qui est en cause en ce moment, puisque la cellule d'investigation de France Info a enfin fait le travail, qu'on attendait qu'elle fasse avec impatience, sur la question des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Et vraisemblablement, il y aurait un petit problème, qui est celui des ristournes, a priori, qui auraient été accordées au candidat devenu président de la République, avec un certain nombre de salles, a priori, pour lesquelles il a eu des prix défiant toute concurrence, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que dans le code électoral, eh bien, on ne peut pas faire de ce qu'on appelle des dons maquillés, des dons déguisés, puisque une personne morale ne peut pas contribuer à une campagne électorale. Alors bon, est-ce que c'est le cas avec les comptes de campagne d'Emmanuel Macron? En tout cas, s'il y a une suspicion, pour nous c'est clair, il faut que la justice puisse y répondre. Et par ailleurs, quand on voit dans quel timing ça se fait, et ce qui s'est passé récemment avec les mises en cause du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, on peut honnêtement se poser la question de savoir si tout ce tintamarre autour du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon n'était pas en fait un contre-feu pour maquiller ce que sans doute le chef de l'État savait qui allait se passer, à savoir le fait qu'on épluche son propre compte de campagne. Donc on est dans cette situation-là avec, il faut bien le dire tout de même, y compris du point de vue du traitement médiatique, deux poids, deux mesures. Parce que quand étaient en question les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, on a pu voir qu'il y avait toutes sortes d'éditorialistes qui se passaient le relais sur les plateaux télé, ça faisait la une des chaînes d'information en continu, alors que par ailleurs les comptes de campagne ont été validés par la commission, que nous avons expliqué maintes et maintes fois qu'il n'y avait aucun problème dans ces comptes de campagne, que nous avions tout déclaré, parce que c'est le rôle d'un candidat que de tout déclarer sur ses comptes de campagne, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous le déclarez. Le fait de le déclarer ne veut pas dire que vous demandez nécessairement remboursement. Après, la commission fait son travail et décide ce qui est remboursé et ce qui n'est pas pris en charge. On appelle ça des réformations. Et par ailleurs, il faut bien distinguer des réformations de dépenses qui seraient incorrectes. Réformer, ça veut simplement dire que la commission ne rembourse pas. Bon, voilà. Donc il n'y a aucun problème avec les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais comme maintenant les comptes de campagne de M. Macron sont mis en cause, vous avez toutes sortes d'interventions. On a vu notamment M. Logereau, le responsable donc, de la commission des comptes. On a vu M. De Chalvron, qui avait été démissionnaire au moment de l'étude des comptes de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui reprennent la parole, en tout cas pour M. Logereau, et met en cause, encore une fois, les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, au moment où c'est ceux de M. Macron qui sont cette fois épinglés. Bon, ça suffit, quoi. Il y a clairement là un vrai problème, et par conséquent, Jean-Luc Mélenchon a pris une décision qui est de demander officiellement à ce que ces comptes de campagne soient réexaminés, de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute et que son honneur ne soit pas mis en cause. Parce qu'on a répondu, je crois, à plus de 2000 questions qui ont été posées par la commission des comptes après validation, au moment de la validation du compte de campagne. Donc vraiment là-dessus, on est très à l'aise, mais vous savez comment ça se passe. Dès que le doute est semé dans la sphère médiatique, et bien après, les gens pensent qu'il y a un problème, alors qu'en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc on demande à ce que le compte soit officiellement réexaminé, et on pense qu'il serait bien que la commission en profite pour faire tout autant avec les comptes de M. Macron. Et puisque Jean-Luc Mélenchon demande que son compte soit réexaminé, pourquoi pas faire en sorte que le chef de l'État en fasse de même, parce que s'il en fait de même, eh bien, on a de fortes chances que la commission accepte de revoir ses comptes. C'est souhaitable, parce qu'il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures en la matière. Alors, on a maintenant deux questions sur les institutions, disons, la réforme constitutionnelle qui est prévue par Emmanuel Macron, et la question autour de la 6ème République et de la constituante et de la nécessité d'une constituante dans le programme de la France Insoumise. Alors d'abord, c'est Batman, sous le compte Twitter Baptiste19, qui nous pose la question:
Quel est votre avis personnel sur la réforme constitutionnelle prévue par Macron? Bon, là, il faut être assez clair. Vous avez vu que ces jours-ci, il y a une petite musique en cours sur le fait que potentiellement les députés se plaindraient de trop travailler, qu'ils seraient en burn-out. En réalité, rien de tout ça n'est vrai. Les députés ne se plaignent pas de trop travailler. Ils mettent en cause l'organisation de nos travaux. Il faut voir qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, dont l'ordre du jour est fixé par le gouvernement, c'est important de le rappeler, travaille quasiment du lundi au lundi. Ça a été week-end compris, matin, midi, soir et même la nuit très régulièrement. Tant et si bien que pendant presque 3 semaines d'affilée, on n'a pas arrêté de siéger. Ça suppose du coup un rythme qui est certes soutenu pour les députés, mais aussi pour tous les collaborateurs d'élus et collaborateurs des différents groupes constitués, et pour les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui disent voilà, on n'a jamais vu ça de toute la Ve République, cette organisation anarchique. La question n'est pas celle de la quantité de travail. On est député, on a été élu, et autant vous dire, et je pense que vous le voyez, qu'on ne s'économise pas la tâche. Bien évidemment qu'il y a du travail, il y a une grosse quantité de travail. La question qui se pose est vraiment celle de son organisation. Est-ce qu'on peut correctement jouer son rôle de député, c'est-à-dire à la fois construire la loi et évaluer le gouvernement dans ces conditions-là, avec un ordre du jour où vous avez des textes très importants qui nécessairement sont beaucoup amendés, qui se succèdent les uns derrière les autres, tant et si bien que même certains journalistes avec qui je discute me disent mais il n'y a pas de récit politique, quoi. Une actualité chasse l'autre, tout va très vite, et même le pays n'a pas le temps de s'habituer à ce qui est en discussion. C'est la méthode de Macron, aller très vite. Et je dois dire que de ce point de vue, l'Assemblée nationale, sous Emmanuel Macron, exacerbe complètement les travers de la Ve République. C'est plus que jamais la monarchie présidentielle, et cette Assemblée est définitivement devenue la chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Tout se décide en réalité à l'Élysée ou au Conseil des ministres. Et vous avez plus de 310 députés de la République En Marche qui effectivement votent quasiment tout le temps comme un seul homme. Par conséquent, ce qui se produit, c'est que pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, qui est quand même normalement le cœur de la vie démocratique de notre pays, là où s'expriment des contradictions d'ailleurs qu'une élection ne fait pas taire. Normalement, l'élection a lieu, et puis après l'élection, les débats continuent, la polémique se poursuit, et dans toutes les dispositions de prise de décision, les citoyens peuvent continuer à se faire un avis sur les questions qui sont en discussion. Là, c'est un peu différent, parce que comme Macron considère que de toute façon, compte tenu de la majorité qu'il a à l'Assemblée, tout passe et tout passera, pour lui, l'Assemblée est une formalité, une perte de temps, un mal que presque il faudrait contourner, et donc il accélère. Et tant que ça tient debout, il continue, projet de loi après projet de loi. Et parfois même vous avez des ministres qui passent un mauvais moment dans l'hémicycle parce qu'il se trouve que l'opposition, en l'occurrence, a quelques arguments bien fondés à leur opposer. Et on voit bien que dans leur état d'esprit, c'est de toute façon cause toujours tu m'intéresses, puisque à l'issue, le résultat des courses sera le même, c'est que notre projet de loi, il sera de toute façon voté. Et bien souvent, vous l'avez remarqué, c'est ce qui se passe. Donc c'est en cause finalement, c'est le fonctionnement de cette Assemblée et son utilité réelle. Moi je considère qu'une Assemblée comme celle-ci, l'Assemblée nationale, devrait être un lieu où véritablement on essaye d'échanger des arguments et potentiellement de se convaincre les uns les autres, où on ne vient pas d'avance avec la certitude de voter de telle ou telle façon parce que c'est un tel ou tel autre qui parle, mais on doit pouvoir alimenter le débat démocratique et se faire un avis et, en définitive, construire du mieux que possible la loi. Là, vous avez vu qu'Emmanuel Macron va lancer prochainement une réforme constitutionnelle, une de plus, après plus d'une vingtaine, je crois, de revues de la Constitution de cette Ve République, sans consultation populaire par ailleurs, c'est-à-dire en gros l'exécutif qui décide seul et avec le renfort de sa majorité comment on va organiser nos institutions, avec notamment la proposition de diminuer le nombre de parlementaires de 30%. Alors pourquoi 30 ? Sans doute pour des raisons budgétaires, mais on pourrait poser la question, pourquoi pas 40, 60, et même pourquoi pas fermer l'Assemblée ? Vous savez qu'il y a même parfois des députés qui se posent honnêtement la question. On a vu une fois dans la nuit un député de la majorité se lever, très fatigué vraisemblablement, et nous dire mais finalement il y a un programme présidentiel qui a été voté. Alors je ne comprends pas pourquoi on passe toutes ces heures à discuter. Ben oui, il y en a qui conçoivent en fait que la démocratie dans ce pays devrait être que parce qu'un président de la République a été élu, mettons de côté les conditions particulières de son élection, il ne devrait plus y avoir de débat. Et en l'occurrence, on devrait simplement suivre la feuille de route du programme présidentiel. Mais non,
Même dans la Ve République, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une majorité, il y a une opposition, et ce débat-là doit se poursuivre. Donc pourquoi moins de parlementaires? En réalité, parce qu'ils veulent accélérer les choses encore plus, c'est-à-dire que ça va déjà très vite, mais ce n'est pas encore suffisant pour eux. Sans doute aussi pour faire des économies, ce qui est leur projet politique absolu, alors que comparativement, y compris aux autres pays européens, l'Assemblée nationale française n'est pas la plus dotée en moyens. Il n'y a pas de surreprésentation démocratique. Je pense qu'on ne se situe pas dans les pays où il y a un nombre de députés le plus nombreux en proportion de la population qu'ils, elles, représentent. C'est même plutôt le contraire. Et par ailleurs, l'effet que ça va avoir, c'est moins de démocratie, un éloignement plus important encore des élus et des citoyens. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Mais pour mener à bien cette réforme, eh bien, il est clair qu'Emmanuel Macron va notamment surfer sur la petite musique anti-parlementaire du moment. Et vous la voyez bien, ces reportages qu'on vous montre, où on vous explique que parce que l'hémicycle est à moitié vide, sans doute les députés ne s'intéressent pas à la loi qui est en cours de discussion, ce qui est absolument faux. Pour la raison que, et j'espère que vous êtes nombreux à le savoir, c'est que l'hémicycle n'est absolument pas représentatif du travail parlementaire. C'est qu'une toute petite partie, et bien souvent la dernière, dans la construction de la loi, du travail parlementaire. Quand vous voyez un hémicycle avec des chaises vides, des sièges vides, ne vous dites pas les sièges vides sont ceux des fainéants qui ne travaillent pas. Non, non, c'est faux. À l'heure où vous voyez débat dans l'hémicycle, vous avez une multitude d'autres réunions, de commissions, de rapports, de missions d'information, sans compter tout le travail qu'il y a à faire en circonscription également, qui est important, et que Macron méprise totalement. Donc un député travaille beaucoup et ne s'en plaint pas. C'est l'organisation qui est en cause. La journée du député, parfois, c'est 4 ou 5 réunions, toutes d'égale importance, à la même heure, que vous devez arbitrer. Laquelle choisir quand elles sont toutes d'égale importance. Parfois, presque, j'exagère à peine si je dis que ça se joue à pique-nique douille, quoi. On en est là. On en est là. Donc c'est vraiment l'organisation des travaux qui est en cause et comment on revitalise la démocratie dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est clair qu'à cette allure-là, et avec la réforme constitutionnelle, c'est plus que jamais une photocopieuse du Conseil des ministres. Voilà. Et c'est un vrai problème, je le pense, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut changer de méthode. Et donc je viens à la deuxième question, elle qui est posée par Léonard Brice, très cher Léonard, qui pose la question sur la 6ème République. Il dit « Je ne suis pas complètement convaincu par la nécessité de passer par une constituante. Si nous voulons impliquer vraiment l'ensemble des citoyens, ne vaut-il pas mieux faire appel à des propositions de texte, puis organiser une élection avec un mode de scrutin judicieux pour choisir lequel de ces textes sera effectivement notre constitution ?» Bon, d'abord, il faut dire qu'avec Léonard, on a un point d'accord vraisemblablement, c'est qu'il faut changer de constitution. Déjà, c'est un bon point de démarrage. Alors, pourquoi choisir la méthode de la constituante? D'abord, nous, ce que nous disons avec la France Insoumise, c'est que ces institutions dont on parle depuis tout à l'heure, elles appartiennent au peuple. La politique, l'exercice d'un mandat, ne doit pas être réservé à une catégorie qui en fait son terrain de chasse et qui a fait les études pour ça et qui donc se consacre à des carrières entières à faire de la politique. Non, il doit pouvoir y avoir normalement dans cette assemblée une franche représentation de ce qu'est le peuple français. On en est loin, il y a encore du boulot, ça s'améliore, mais on en est très loin. Donc, on le voit, il y a certaines ruptures entre les citoyennes, les citoyens et leurs institutions. Et il faut trouver une manière de mettre fin à ça. Parce que ça s'exprime, on le voit bien, scrutin après scrutin, d'élection en élection, par une montée de l'abstention, qui fait que même la question de la représentativité est entièrement posée. Donc pour nous, il faut trouver une méthode qui permette au peuple de se réapproprier la politique et ses institutions. Et si le peuple ne se reconnaît plus dans les institutions telles qu'elles sont définies actuellement, et nous disons que clairement cette 5e République fonctionne comme une monarchie présidentielle et que donc il faut en finir, eh bien la constituante nous apparaît comme étant la meilleure des méthodes. Elle a été expérimentée dans plusieurs endroits. Nous, vous le savez, à la France Insoumise, nous ne revendiquons pas de modèle. Par contre, nous avons des sources d'inspiration, même si c'est sur tout ou partie de ce qui a été fait dans certains pays où ça a été expérimenté. La constituante, comment ça fonctionne? En gros, l'idée, c'est, et nous l'avons dit, si nous arrivons au pouvoir, donc quand nous arriverons au pouvoir, on convoquera une assemblée constituante. C'est une assemblée qui serait parallèle à l'Assemblée nationale pendant le temps de ses travaux. Je m'explique. L'idée, c'est d'avoir là-dedans des citoyennes, des citoyens qui n'auraient jamais été élus dans le cadre des institutions précédentes, comprendre celle de la Ve République,
mais qui ne pourrait pas non plus être élu dans le cadre des institutions de la future République, c'est-à-dire de la 6e. Et que ferait-il? Eh bien, il serait chargé de redéfinir la Constitution, c'est-à-dire la règle du jeu générale de nos institutions. Ça prend un certain temps, bien évidemment, il faudrait l'appui de juristes, etc., parce que l'idée c'est que tout le monde puisse participer et disposer des moyens pour le faire, et autant dire que c'est aussi assez technique, mais l'idée générale, c'est on se donne un temps pour redéfinir collectivement la règle du jeu. Et il y a des choses intéressantes qui ont été faites parce que l'idée c'est que ces travaux de l'Assemblée constituante, qui vont redéfinir la règle du jeu, puissent s'imprimer partout dans le pays, être discutés partout dans le pays. C'est un grand moment finalement de repolitisation de la vie de notre pays. Et vous avez des pays où ça a été fait, l'Assemblée constituante, où même dans les campagnes les plus reculées, où peut-être on s'intéressait le moins à la vie institutionnelle du pays, eh bien, sur les paquets alimentaires, les paquets de pâtes, les paquets de riz, étaient imprimés parfois les articles en discussion de l'Assemblée constituante, ce qui produisait cet effet que, bien, à table, quand on discutait politique, on discutait notamment des articles en cours de redéfinition pour l'Assemblée constituante. Bon, les travaux de l'Assemblée constituante, ça peut durer un an et demi, parfois plus. Et l'idée, c'est qu'à la fin, un nouveau texte de constitution soit présenté. Donc d'abord, c'est une grande opération dans tout le pays, avec des citoyens qui participent, et à la fin, une délibération collective sur le texte. Bien évidemment, donner cette précision quand même que pendant la durée des travaux de l'Assemblée constituante, lorsque nous arriverons au pouvoir, on ne va pas rester à se tourner les pouces. On appliquera le programme qui est le nôtre, dans le cadre institutionnel qui est celui de la Ve République en attendant d'avoir une nouvelle République. Mais l'idée est bien la suivante, c'est que dès lors que le texte est prêt, il y aura un référendum sur le texte proposé pour cette nouvelle Constitution et si la réponse à la question est oui, eh bien on rentre en 6e République et nous, en tant que force politique, évidemment, nous avons quelques propositions à faire sur ces nouvelles institutions que nous voudrions et autant vous dire qu'il s'agirait pour l'essentiel d'en finir avec cette monarchie présidentielle et d'avoir une vraie démocratie parlementaire représentative. Voilà. Et ça nous paraît être une méthode à la fois qui permet de changer le modèle et en même temps de faire en sorte que tout le monde puisse participer et se réapproprier la question. De manière à dire, voilà, maintenant, comme on a redéfini ça ensemble, eh bien, vous avez toute votre place pour y participer, en tout cas plus facilement qu'aujourd'hui, parce que vraisemblablement, aujourd'hui, les gens en ont par-dessus la tête. Et à bien des égards, ils ont beaucoup de raisons. On a reçu ensuite beaucoup de questions sur, disons, la politique de l'emploi dans le pays et le chômage. Donc là, on en a conservé deux. Encore une de Léonard Brice, décidément, tu as plus que contribué cette fois au forum. Alors, sur le Code du travail, Léonard pose la question suivante. Souvent, les dirigeants de la France insoumise refusent l'argument des libéraux selon lequel le Code du travail est trop compliqué. Pourtant, de nombreux patrons, à commencer par mon père, qui vient d'embaucher sa première salariée, iront dans ce sens. N'est-il pas possible de faire un Code du travail à la fois plus protecteur et plus lisible ? Par exemple, en refusant la politique de la dérogation plutôt que d'interdire le travail du dimanche, sauf cas particulier, ce qui sert surtout les grandes entreprises plus compétentes pour utiliser ces leviers. Ne serait-il pas plus simple de l'autoriser complètement, mais de barémiser les heures de travail en considérant par exemple que dans le décompte des 35 heures, une heure travaillée le dimanche en vaut 2 ou 3 ? J'espère que tu trouveras ces questions intéressantes. Bonne continuation, bon courage. Bon, très bien. Alors, sur la question du Code du travail, donc, qui a fait l'objet de la première des batailles lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu la séquence des ordonnances travail, qui en réalité poursuivait ce que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'avaient pas su achever de son point de vue, c'est-à-dire en finir avec ce qu'on appelle le renversement de la hiérarchie des normes. Pour faire court, il faudrait expliquer ça rapidement. En gros, le cadre légal est le suivant, vous avez la loi qui est au-dessus, en matière de droit du travail, j'entends, la loi. Ensuite, vous aviez les accords de branche, branche par branche, secteur par secteur, je crois qu'il y a à peu près 700 branches dans le pays, et ensuite les accords d'entreprise qui s'appliquent entreprise par entreprise. La hiérarchie des normes est la suivante, c'est que la loi est au-dessus des accords de branche, les accords de branche sont au-dessus des accords d'entreprise. Et par conséquent, il y avait également un principe de faveur qui veut que le niveau inférieur
ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable pour le salarié au niveau supérieur. C'est-à-dire que l'accord de branche ne s'applique que s'il est plus favorable à la loi, et l'accord d'entreprise ne s'applique que s'il est plus favorable à l'accord de branche et donc à la loi. Bon. Vous avez eu une série de lois qu'on va appeler, disons, de flexibilisation du travail, qui se sont succédées, notamment avec le quinquennat précédent, celui de François Hollande. Vous avez eu des lois dites de sécurisation de l'emploi. Ensuite, vous avez eu la loi Rebsamen. Vous avez eu la loi d'un certain Emmanuel Macron. Vous avez eu la loi El Khomri. Et vous avez eu les ordonnances Pénicaud. Tout ce processus législatif est en profonde cohérence. C'est un même bloc en réalité qui a été scindé, sans doute pour que cuillère après cuillère, ça passe mieux que si on vous avait fait avaler tout le gâteau empoisonné d'une traite, hein, sans doute. En réalité, quelle est la philosophie de ces propositions et projets de loi et qui sont devenus des lois? C'est l'idée que pour lutter contre le chômage, il faut en gros diminuer la protection, les droits des travailleurs, en tout cas flexibiliser davantage le marché du travail. Et donc on le voit, il y a facilitation des licenciements, barémisation par exemple des dommages et intérêts au prud'homme, il y a petit à petit le fait qu'on permette des licenciements de plus en plus sans justification économique. Il y avait avec la loi El Khomri la montée en puissance de ce qu'on a appelé la rupture conventionnelle, qui est maintenant la rupture conventionnelle collective avec l'ordonnance, l'émergence du CDI de chantier. Bon, voilà. En gros, ce que Mme Pénicaud a appelé libérer les énergies. Et les salariés du privé, qui depuis que les décrets sont publiés, subissent cette libération des énergies, savent de quoi on parle. C'est que vous avez notamment le cas de Carrefour, où vous voyez des licenciements, en tout cas des suppressions de postes à l'appel, bref. Cette idée finalement que pour être plus compétitif, il faut diminuer le droit parce qu'on ne peut pas rivaliser sinon avec la concurrence, notamment étrangère. Bon. Et donc, attaque en règle sur le code du travail, prétendument trop gros, vous vous souvenez de ça, hein, alors qu'en réalité, depuis les ordonnances, on a vérifié, il est encore plus épais. Hein, donc la question de l'épaisseur du code du travail reste à déterminer, hein, ce n'est pas l'argument qui compte le plus, mais en tout cas plus de flexibilité. Alors, dans sa question, Léonard nous dit qu'a priori, de nombreux patrons souhaiteraient en gros cette simplification du code du travail qui serait trop compliquée. Bon, quelle est la réalité là-dessus? C'est intéressant. Au moment des ordonnances, l'INSEE avait avant ça effectué une enquête auprès des employeurs en leur demandant quels étaient finalement les principaux freins à l'embauche pour eux. Et figurez-vous que la question du droit du travail et du contenu du droit du travail est loin d'être la question la plus évoquée. C'est à peine 11%, je crois, des employeurs qui évoquent le droit du travail comme un frein à l'embauche, alors qu'ils sont, je crois, beaucoup plus, 28% de mémoire, à dire que c'est l'incertitude économique qui plane, qui fait qu'effectivement c'est davantage un frein à l'embauche. Donc ce n'est pas vrai de dire que les employeurs souhaitent un droit du travail détricoté. Non, il y a énormément d'employeurs dans ce pays qui souhaitent pouvoir correctement traiter, payer et organiser le travail de leurs salariés. Voilà, il faut le dire, parce que c'est nécessaire. Il y a ceux qui ne jouent pas le jeu, il y a ceux qui profitent du système et qui effectivement précarisent, voire maltraitent leurs salariés, mais il y a tous les autres qui se sont donnés de gens et qui n'ont pas envie de maltraiter leurs salariés. Et surtout qu'ils le disent, que ce n'est pas le droit du travail qui est pour eux le principal frein, c'est le carnet de commandes, c'est l'activité. Et c'est bien tout le problème qu'on a dans ce pays, c'est comme on a une compétition qui se mène avec une concurrence, une compétition généralisée notamment sur le prix, c'est souvent, et même quasiment toujours, le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui va gagner la compétition pour compresser les prix. Et vous savez que vous qui êtes consommateur, avec les payes que vous avez, eh bien, vous cherchez aussi à payer moins cher et donc à avoir des produits moins chers. Sauf que derrière le moins cher, il y a aussi potentiellement vous qui travaillez et qui êtes producteur et qui donc eh bien, avez à supporter des conditions de travail toujours dégradées. Donc la question effectivement du contenu du travail n'est pas pour nous sous l'angle de la protection des salariés. On peut imaginer un code du travail du XXIe siècle qui soit réellement protecteur et émancipateur. Nous avons fait, lors de la séquence ordonnance, de multiples propositions pour cela. Nous avons expliqué qu'on peut renforcer la citoyenneté dans l'entreprise parce que souvent les salariés sont les mieux placés pour participer, puisqu'ils participent au cadre collectif de travail, pour participer à la prise de décision. Nous voulons aussi favoriser la capacité pour des salariés de reprendre leur entreprise, notamment quand on le voit, certains fonds d'investissement qui prétendent sauver des entreprises en réalité viennent
font en sorte que tout tombe en faillite pour récupérer le patrimoine, etc. Alors que les salariés, eux, seraient vraiment soucieux de maintenir l'activité. Donc on peut imaginer un code du travail qui soit vraiment protecteur et émancipateur et qui soit relativement simple. Oui, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, on n'a rien simplifié. On a juste tout précarisé. Et c'est ça, finalement, selon nous, le fil rouge de la politique d'Emmanuel Macron en matière de droit du travail. Il s'emploie à remplacer le chômage de masse par la précarisation généralisée de l'emploi. Alors que nous, ce que nous disons, c'est que nous avons une situation de pénurie d'emplois dans le pays, en tout cas d'emplois pérennes, il faut le dire, puisque je crois que c'est plus de 82% des contrats signés à cette heure qui sont des contrats courts, des contrats à durée déterminée. Et donc ce qu'il nous faut, c'est relancer l'activité de manière pérenne et puis prendre en compte, y compris les contraintes écologiques et environnementales qui sont de formidables défis. On doit relancer l'activité, mais pas de n'importe quelle manière. On doit relancer l'activité de manière socialement utile, c'est-à-dire interroger nos besoins réels et le sens du travail et de ce que nous faisons, et organiser l'activité de manière écologiquement soutenable. Voilà. Toujours sur les questions d'emploi, on a une question de Philippe Bonsol qui nous dit « Bonjour, je suis chômeur depuis presque 1 an et je voudrais soulever un problème. À l'heure où le gouvernement veut surveiller de plus près les chômeurs dans leur recherche d'emploi, on ne parle jamais du devoir des employeurs. Ne pourrait-on pas obliger les employeurs à répondre à toutes les demandes d'emploi? Car plus vous êtes au chômage, plus vous doutez de vous-même et de n'avoir aucune réponse pendant vos recherches peut vous faire sombrer un peu plus dans le doute. Merci Philippe. » Alors cette question est centrale sur la situation du chômage dans le pays. D'abord vous dire que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le chômage continue d'augmenter. Ce qui montre bien, y compris qu'on attend beaucoup de sa politique prétendument censée relancer l'emploi et on voit bien qu'en réalité ça ne fonctionne pas. Là d'ailleurs on va discuter prochainement du projet de loi formation professionnelle qui était censé apporter le volet sécurité face à la flexibilité des ordonnances. En réalité, c'est un projet de loi où il y a encore beaucoup de recul, notamment en matière de formation, mais également où on ne pose pas la question de la création d'activités, qui reste pour nous vraiment la question centrale. Et quand on a participé à des auditions avec des organismes de formation, même eux nous disent, effectivement, la formation c'est très bien, il faut y penser, mais si vous ne créez pas d'emploi et pas d'activité dans le pays, les gens auront beau être correctement formés, la question du chômage ne sera pas résolue. Sauf que l'astuce là-dedans, qui est celle du gouvernement, c'est que vous le savez peut-être, quand vous êtes en formation, à partir d'un certain temps, vous disparaissez des statistiques du chômage. Donc en relançant un grand plan de formation, quelque part, on peut s'organiser pour faire en sorte que les statistiques du chômage diminuent. Et donc de faire potentiellement la démonstration que vous voyez quand même, les ordonnances travail, ça marche formidablement. Voilà peut-être aussi l'habileté qui se cache derrière ce projet de loi. Sur la question du chômage, il faut être très clair. D'abord dire une chose, l'indemnisation du chômage n'est pas la charité. D'accord ? Les travailleurs cotisent pour le cas où il y aura un accident de la vie et notamment le chômage. Donc, je veux dire, quand vous êtes indemnisé, vous avez cotisé pour cette indemnisation. Ce n'est pas la charité qui s'opère. Maintenant, quelle réalité sur la situation de l'emploi dans notre pays? On a regardé les chiffres fournis par Pôle emploi dernièrement. C'est en fin d'exercice, en fin d'année, 190 000 emplois non pourvus. Voilà la réalité du fameux mythe du nombre d'emplois considérables qui ne seraient pas pourvus, qui ne trouveraient pas preneur. 190 000 emplois non pourvus. Si vous mettez ça en perspective avec le nombre de chômeurs dans le pays, ça fait à peu près 1 emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Par conséquent, vous voyez d'entrée de jeu que même si vous mettez tous les chômeurs dans une case vide avec un emploi, eh bien, il vous reste une masse de chômage considérable. Et tenez-vous bien, si on enlève de ces emplois non pourvus les offres qui ont été retirées après publication, soit parce que l'employeur a finalement renoncé à recruter, soit parce qu'il n'a pas trouvé de candidats correspondant à ses critères de recherche, alors le ratio est beaucoup plus imposant. On tombe sur 1 emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Donc on voit bien que la question qui se pose n'est pas celle d'accroître le contrôle sur les chômeurs. Ça va, les chômeurs dans ce pays sont déjà contrôlés. Pôle emploi procède à des contrôles. Et que nous dit Pôle emploi? Sur l'ensemble des chômeurs qui ont été contrôlés, 86% sont en recherche effective d'emploi. D'accord? Une écrasante majorité. Et pour les 14% restants, vous en avez près de 2/3 qui ne sont même pas indemnisés. Donc où est le problème? Pourquoi il faudrait accroître considérablement le contrôle sur les chômeurs?
Madame Pénicaud nous parle de la fraude sociale, qui représente plusieurs millions par an, et il faudrait se battre là-dessus et donc renforcer le contrôle. Par contre, elle ne pose pas la question de la fraude aux cotisations patronales, parce que la fraude sociale, son taux de recouvrement il est de 90%, alors que la fraude aux cotisations patronales, qui atteint 20 à 25 milliards d'euros, son taux de recouvrement est de 1,5%. Donc là, on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est toujours pareil. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs, puisqu'on le voit bien, une immense majorité d'entre eux sont à la tâche. Et on réglera la question de l'emploi dans ce pays, d'abord et avant tout, par la relance de l'activité. C'est ce qu'on ne cesse de dire. Pas n'importe quelle activité, mais il faut relancer l'activité. Et aussi, j'en profite au passage, limiter la précarité de l'emploi. Parce que quand même, vous êtes censé savoir ça, mais le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est normalement la règle. Et le contrat à durée déterminée doit être utilisé dans un cadre exceptionnel. Il y a un cadre légal pour ça. L'usage du CDD, c'est pour faire face à un surcroît d'activité momentanée ou pour pallier, par exemple, à l'absence de salariés. Voilà. Mais en l'occurrence, le CDD doit être exceptionnel. Or, aujourd'hui, 82% des contrats signés sont des contrats courts. C'est donc que l'exception est devenue la règle et la règle est devenue l'exception. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous sommes favorables à l'instauration de quotas dans les entreprises, pas pour pénaliser, simplement pour permettre de respecter la règle. Et donc nous proposons que dans les grosses sociétés, ce soit 5% maximum de contrats courts, et dans les PME, qui ne doivent pas être traitées de la même manière que les grosses entreprises, parce qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes, ce serait un taux un peu plus important de 10%. Au lieu de quoi, vous allez le voir, le gouvernement lui propose d'instaurer un bonus-malus. C'est-à-dire que pour faire respecter la règle, il propose de faire un bonus pour les entreprises qui respectent les règles et un malus pour celles qui ne les respectent pas. Moi, je n'ai pas de difficulté avec le fait qu'on mette un malus sur celles qui ne respectent pas la règle. Par contre, je pose la question, pourquoi récompenser celles qui simplement respectent la règle? Si on généralise ça, ça veut dire que peut-être Macron va proposer de distribuer des tickets carburant à ceux qui respectent les limitations de vitesse? C'est ça la philosophie? Non. Que celles et ceux qui ne respectent pas les règles soient sanctionnés, oui, mais faire appliquer la règle ne nécessite pas de récompenser celles et ceux qui l'appliquent. Hein. Par ailleurs, je me en garde pour terminer sur ce point, imaginez du coup que les bonus qu'on distribue aux entreprises qui respectent la règle soient très supérieurs au malus. Ça veut dire que les caisses de l'assurance chômage, elles vont être mises en difficulté par ce rapport de bonus-malus. Donc non, pas de bonus-malus. Les quotas, ça je peux vous assurer que ça fonctionnerait et que ça permettrait de faire en sorte que le contrat à durée indéterminée redevienne la règle dans ce pays. Bon, on a eu beaucoup de questions aussi sur l'écologie. Et notamment, j'en profite un instant sur le vote concernant le fameux glyphosate. Vous vous en souvenez? Alors là, je vais dire quelque chose tout de suite. C'est qu'il y a eu une opération commandée, et on sait d'où ça provient, on l'a vu sur les réseaux, en tout cas ceux qui s'en sont le plus fait le relais. C'est une formation politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui dans un calcul très politicien a voulu mettre en doute l'engagement de la France Insoumise sur la question du glyphosate. Alors d'abord, bon courage à celles et ceux qui veulent mettre en cause l'implication de la France Insoumise dans la question, parce qu'il s'avère qu'au Parlement européen, c'est mon ami et camarade Younous Omarjee qui a posé le sujet. C'est nous qui avons fait un travail d'audition absolument formidable et qui l'avons mis en cause, qui l'avons écrit dans notre programme, qui l'avons écrit dans tous nos documents. C'est nous qui avons posé des amendements sur ce sujet à l'Assemblée nationale et qui avons même voté les amendements de nos collègues, y compris de La République En Marche quand ils les ont déposés. On voit le couac qui en résulte au niveau gouvernemental, mais il faut quand même parler du cas particulier de ce vote. Que s'est-il passé? D'abord, vous dire que le scrutin public, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse vérifier le vote, a été demandé par mon collègue et ami Loïc Prudhomme, qui est de la France Insoumise. C'est lui qui a demandé le scrutin public. Autant vous dire que du coup, nous n'avions rien à cacher. Au contraire, nous voulions vous permettre de voir qui avait voté pour ou contre le glyphosate. Mais je vous mets à l'aise tout de suite, tout le groupe La France Insoumise a voté contre le glyphosate. Bien sûr, pas au moment où l'amendement est passé, parce que je reviendrai sur ce cas juste après, mais au moment où nous avons voté l'ensemble du projet de loi. Parce que pendant toute la discussion, vous avez amendement par amendement
tout le texte qui est discuté point par point, sans d'ailleurs que vous ne puissiez savoir si les amendements qui vont passer vont être des scrutins publics ou juste à main levée. Hein, tout ça se fait très rapidement. Vous votez des centaines de fois par jour, même plus parfois. Mais à la fin, il y a le vote dit solennel, où on vote l'ensemble du projet de loi, où tous les présidents de groupe expliquent pourquoi leur groupe va voter pour ou contre le projet de loi. Et donc, je vous le dis, moi je suis très à l'aise là-dessus. Comme mes collègues de la France Insoumise, j'ai voté contre le projet de loi agriculture-alimentation, qui non seulement, on le voit bien, la montagne a clairement accouché d'une souris, mais en plus, il y a beaucoup de recul dans ce projet de loi, et y compris sur le glyphosate. Et donc, j'ai voté contre tout ce que contient ce projet de loi, en tout cas l'essentiel, dont la question du glyphosate. Donc je suis tout à fait à l'aise avec ça. Maintenant, le vote particulier de l'amendement en question, que s'est-il passé? On l'a dit tout à l'heure au début de notre forum, je vous ai parlé des travaux complètement anarchiques de l'organisation des travaux de l'Assemblée nationale, avec du lundi au lundi, jour et nuit, je vous l'ai expliqué. Donc forcément, quand on est un groupe majoritaire de 300 personnes, organiser la rotation, ça va. C'est assez facile, encore que. Mais quand on est 17, qu'on doit organiser la rotation sur tous les sujets et la présence en commission, en circonscription, dans les rapports d'information, dans tout ce qu'il y a à faire, c'est un peu plus compliqué. Et normalement, les séances de nuit, désormais, s'arrêtent à 1h du matin. C'est ce qui est décidé, y compris du point de vue de la réglementation et du fonctionnement de l'Assemblée. Pendant la discussion sur le projet de loi dit Egalim, est arrivée une séance où arrive l'heure de fin, 1h du matin, et François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, décide, en connaissance de cause, j'entends par là en sachant très bien que la question du glyphosate n'allait plus tarder à arriver, de prolonger d'1h, c'est-à-dire jusqu'à 2h du matin, la séance. Oui, en effet, quand passe 1h du matin, on assume d'avoir un service minimum dans l'Assemblée nationale, surtout quand on a siégé pendant 15 jours d'affilée précédemment. Et donc, au moment où arrive le vote sur le glyphosate, effectivement, dans le groupe France Insoumise, il y a Loïc Prudhomme qui a mené la bataille pour nous toutes et tous et qui a voté contre comme il devait le faire. Parce qu'il y a aussi une fausse capture d'écran qui a circulé, qui laisserait entendre que Loïc se serait abstenu sur le vote. Manipulation totale. Loïc a voté contre, nous avons fait le travail dans le détail et nous avons toutes et tous voté contre le glyphosate dans le cadre du vote général du projet de loi. Donc clairement, celles et ceux qui se sont laissés aller à des mises en cause sont totalement méprisables et nous sommes très à l'aise pour dire que notre groupe et notre formation politique est la plus en pointe sur cette question. J'espère que le message est bien passé. Pour le reste, une question de Pierre Gilbert, Pierre 38 000, qui nous demande « Nicolas Hulot a-t-il selon vous sa place au gouvernement ou devrait-il en sortir ? Macron est-il à la hauteur sur le plan de sa politique environnementale ?» Alors, très clairement, Nicolas Hulot lui-même admet que les choses ne vont pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait. Alors il dit, ben oui, vous comprenez, les questions environnementales et écologiques, ça suppose de grands bouleversements et on est dans un cadre qui est la compétition, le libéralisme, tout ça, donc les choses évoluent assez vite, mais c'est bien, il y a une prise de conscience généralisée et moi je préfère boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, très bien, c'est son état d'esprit. Nous on considère que Nicolas Hulot essaye de marier un peu la chèvre et le chou, là, en l'occurrence, parce que l'urgence écologique doit être traitée. La question du changement climatique, de la biodiversité, tout ça doit être traité méthodiquement et politiquement. Mais je ne pense pas qu'on puisse le faire dans le cadre du libéralisme économique et de ses logiques, dans le cadre du capitalisme mondialisé que nous avons aujourd'hui, et de cette compétition généralisée entre tous, entre les États, entre les entreprises. Je pense que la question écologique ne peut pas être juste quelques brindilles vertes sur un programme dont la logique générale s'oppose à cette question-là. Je vous expliquais tout à l'heure que si c'est la question du prix du produire moins cher qui dicte toute la logique économique, et dans un cadre de compétition, celui qui gagne la compétition n'est pas celui qui fait les meilleurs produits d'un point de vue environnemental, celui qui respecte le mieux la biodiversité, c'est celui qui produit moins cher. Et tant qu'on n'en finira pas avec ce cadre-là, ce cadre général, on sera de toute façon limité sur la question climatique. De la même manière que quand M. Macron réunit les grands acteurs de la finance pour les mobiliser sur la question de l'écologie, il faut bien comprendre que les acteurs de la finance en question
encourage un modèle économique qui participe de la dégradation de l'environnement. Faut nommer les choses. Donc, à un moment donné, nous, ce que nous disons, c'est que l'écologie doit être centrale dans les programmes politiques. Et d'ailleurs, cette question-là, comme elle nous met toutes et tous au pied du mur, dépasse quelque part nos clivages politiques. Autant se dire que comme c'est les conditions de la vie humaine sur Terre qui sont mises en cause, si nous disparaissons, nos désaccords politiques vont de fait disparaître en même temps. Donc cette question-là doit être centrale dans le programme. Or, la logique qui est à l'œuvre et qui est celle d'Emmanuel Macron nous paraît incompatible avec l'urgence, y compris temporelle, j'entends, de ce qu'il convient de faire. Il faut aller beaucoup plus vite et il faut beaucoup plus de volontarisme. Nous, en l'occurrence, la planification écologique que nous proposons, c'est faire en sorte que toute l'économie soit réorganisée. Et c'est passionnant de le faire. Bien sûr, c'est un grand bouleversement, bien sûr, c'est le grand défi. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie disponible pour ça. Qu'on réfléchisse vraiment à comment on organise notre activité avec un but qui dépasse nos intérêts particuliers, qui est de se dire on organise les choses avec du sens, pas juste faire la compétition. Faire peut-être même d'ailleurs plutôt la coopération pour tous ensemble réussir à relever des défis qui concernent non pas simplement notre pays, mais l'humanité tout entière. Et la France, nous le pensons, a les capacités de cette grande bifurcation. Donc aujourd'hui, Nicolas Hulot, il essaye d'engranger quelques petites victoires, ça et là. Il y a aussi beaucoup de recul, y compris sur les questions de l'énergie. Et il se pose la question de savoir à quel moment éventuellement il va réarbitrer les choses et voir s'il y a toujours sa place au gouvernement. Ce qui est très clair, c'est que souvent, quand la France insoumise intervient sur les questions d'écologie, moi je le vois, Nicolas Hulot, il est plutôt en général d'accord avec nous. La question, c'est avec les autres autour de lui, qui sont ses collègues du gouvernement, est-ce qu'il est toujours libre de dire ce qu'il pense profondément? On peut se poser la question. Moi, je me souviens d'une fois une question qui a été posée par ma collègue Mathilde Panot, notamment sur la question du nucléaire. Et Nicolas Hulot avait l'air, en tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donnée, d'être d'accord avec elle. Et au moment de répondre à la question, je l'ai vu avoir un regard interrogatif sur les bancs, du côté notamment du Premier ministre Édouard Philippe. J'ai vu l'échange de regards. Moi, à la place de Nicolas Hulot, un tel regard, je pense que je l'aurais interprété comme essaye toujours pour voir, quoi. C'était un peu une mise au défi. Donc Nicolas Hulot, c'est à lui de déterminer s'il a encore sa place au gouvernement. Moi, je considère qu'il serait bien plus utile dans le cadre d'un gouvernement dont le président de la République serait Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot avait dit en 2012 qu'il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon et que c'était celui qui avait fait le plus de travail sur la question de l'écologie. Ensuite, il y a Léa, avec un pseudo qui s'appelle LMRTNVC, qui nous pose la question: quelle est votre position et celle du groupe sur la loi Egalim et notamment sur le bien-être animal? Bon, la loi Egalim, j'y suis revenu, elle devait permettre notamment un revenu décent pour les agriculteurs en changeant la logique de calcul des prix. En réalité, il n'y aura pas de revenu décent pour les agriculteurs compte tenu des dispositions qui ont été prises. Il n'y a pas de remise en cause du modèle agricole. Et surtout sur la question du bien-être animal, beaucoup de nos amendements n'ont pas été acceptés. On a parfois même découvert des choses abjectes. Il y a des gens qui ont découvert à travers le débat parlementaire qu'on broyait des quantités astronomiques de poussins vivants. Et puis surtout, il y a la mise en cause du traitement des animaux dans le cadre de ce modèle agricole, qui est aussi un modèle, une industrie parfois folle. Nous prônons une agriculture paysanne, à la fois dans un modèle économique où le producteur se rapproche du consommateur, le fait de favoriser des circuits courts, et de passer à quelque chose de plus apaisé, tant pour les hommes d'ailleurs, qui s'empoisonnent de l'agriculture telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et qui surtout meurent au travail. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un nombre considérable d'agriculteurs qui se suicident, qui ne parviennent pas à se payer, qui travaillent sans pouvoir se verser de salaire. Enfin bref, la condition agricole doit véritablement nous interroger. Et donc nous, notre projet, c'est de réorienter complètement l'agriculture pour en faire une agriculture paysanne. Et bien évidemment que là-dedans, la question de la condition animale est centrale. Et par ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour vous dire que sur ce point-là, il y a une petite victoire, puisqu'on a vu que le projet de grande ferme, là je crois que c'était plus de 3000 ou 30 000 porcs, j'ai plus l'idée en tête, mais des choses absolument folles, a été pour l'instant refusé, parce qu'il faut aussi en finir avec ce modèle de concentration absolue du nombre d'animaux, avec des cages où on le découvre, dans l'espace, on l'a vu dans le débat parlementaire, d'une feuille A4, vous avez un lapin pour une feuille A4, donc quand vous voyez les bêtes, honnêtement, vous posez la question, quoi. Donc nous, clairement, on a déposé un tas d'amendements sur le sujet. Malheureusement, on n'a pas su faire entendre raison au ministre ces questions-là. Et d'ailleurs, ça a été dit, et des journaux ont bien fait le boulot,
c'est que cette loi Egalim a été quand même bien marquée de l'empreinte des lobbies, il faut bien le voir. Et je crois que c'est le journal Libération qui a notamment expliqué que, eh bien, il y avait eu en effet une multiplication d'invitations à dîner de certains députés, des amendements qu'on retrouve d'ailleurs qui sont quasiment toujours les mêmes ou rédigés de la même manière. Bon, donc le poids des lobbies sur cette loi agriculture est tout de même conséquent. Sur la question plus en détail, chère Léa, de la position de la France Insoumise sur la condition animale, j'ai retrouvé un document. Je vous invite à aller retrouver, on va mettre le lien sur la vidéo, qui est la réponse de la France Insoumise pendant la campagne présidentielle aux 30 propositions du collectif Animal Politique qui avait interrogé Jean-Luc Mélenchon, et on a redétaillé tous les points de notre programme sur effectivement notre objectif de transition complète et le fait de mettre fin aux pratiques d'élevage douloureuses et les questions de transport d'animaux dans des conditions détestables. Évidemment que la manière dont on traite l'agriculture vaut pour les hommes et pour les animaux. C'est un modèle qui marche sur la tête et nous voulons remettre tout ça dans le droit chemin. Bon, c'est plutôt réjouissant. On a une question sur laquelle on a le plus d'interrogations et de contributions. Et pour moi, c'est vraiment significatif. C'est la question européenne. Vous nous envoyez énormément de questions là-dessus. Et c'est plutôt encourageant dans la mesure où on va avoir maintenant, en 2019, une nouvelle séquence électorale avec les élections européennes. Et d'aucuns disent que l'élection européenne n'intéresse personne, qu'il y a toujours beaucoup d'abstention. Bon. Sauf que là, le cadre va être un peu différent. On va être dans le cadre d'une élection qui, cette fois-ci, va être nationale. Il ne va pas y avoir les 8 circonscriptions géographiques qu'il y avait précédemment. Donc l'enjeu va être national. Et potentiellement, moi je l'espère en tout cas, nous l'espérons avec la France Insoumise, la question européenne devrait davantage intéresser. Donc on a beaucoup de questions. Je vais essayer d'être assez court parce qu'on avait quand même consacré un long moment dans la première édition du forum sur la question européenne. Je vous renvoie donc, pour ceux qui se posent des questions là-dessus, à la première vidéo. Néanmoins, voilà, on va se parler de résumer encore un petit peu pour répondre aux questions qui sont posées. Alors parmi elles, on a Julien Auberger qui nous dit on entend parfois parler de la sortie des traités européens et en même temps de la désobéissance. Est-ce que tous les membres de la France Insoumise s'entendent sur la ligne plan A, plan B? À partir de quels critères vous considérez que le plan A est un succès? Bon, très bien. Ensuite, on a Pierre Gilbert, une nouvelle fois, Pierre 38 000, qui nous disent est-ce que la question européenne, nous interroge Pierre, doit être l'occasion de faire campagne sur le thème de la rupture avec les traités ou de la désobéissance? Quelle est pour vous la différence? Quelle devrait être, selon vous, la stratégie de la France Insoumise aux européennes? Ensuite, on a Nicolas Pellegrini. Monsieur Catenins, pensez-vous que pour les élections européennes, si nous n'avons pas un nombre suffisant d'eurodéputés insoumis, mais nous aurons un nombre suffisant de députés insoumis, nous quitterons le groupe de la GUE pour former un autre groupe avec le Bloco, Podemos, Potere al Popolo. Très bien. Ensuite, on a une question très longue, mais néanmoins intéressante, d'Alain Fossé qui, pour résumer, pose la question de savoir si, dans le cadre de la sortie éventuelle des traités européens, on repose la question par référendum au peuple français. Bon, ça fait énormément de questions. Donc je me charge de résumer les choses. Sur la stratégie générale et le diagnostic que pose la France Insoumise, il est assez simple. Nous, on a toujours dit que l'idéal de coopération entre les peuples en Europe a été dévoyé pour une construction européenne qui, s'il fallait la résumer à grands traits, ressemble à ça, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, fiscalement, qu'on a empaquetés entre des traités qui sont assez sévères du point de vue de la capacité à harmoniser, parce que vous avez des dispositifs du traité qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Et le cadre général reste celui de la compétition. Donc que le meilleur gagne la compétition dans ce cadre-là. Et donc les effets de dumping social qu'en résultent, c'est-à-dire une Europe, finalement, une Europe construite dans l'idée d'achever le libéralisme économique. Voilà. Et on voit le résultat. C'est que d'abord aujourd'hui, les peuples en souffrent. Cette construction européenne s'est faite et continue de se faire souvent contre les peuples. Il faut quand même se rappeler qu'en 2005, les Français sont prononcés sur la question du traité et démocratiquement, ils ont refusé. C'est le cas d'autres pays également. Et on n'a absolument pas tenu compte de leur vote, puisque quelques années après, on a appliqué le traité de Lisbonne qui reprenait pour l'essentiel ce qu'avaient refusé les Français démocratiquement en 2005. Donc d'abord, il y a aussi des cicatrices, quoi. C'est-à-dire que la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est faite contre les peuples. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler sans cesse. Et
Nous pensons pour notre part que le programme que nous portons, l'avenir en commun, qui est l'humanisme écologique et social que nous prônons, n'est pas applicable dans le cadre des traités actuels. Et vous avez M. Juncker qui a déclaré il n'y a pas de démocratie possible contre les traités européens. Nous lui posons la question de savoir y a-t-il une démocratie possible, M. Juncker, dans le cadre des traités actuels? La question se pose. Résultat à grands traits, quand on interroge les peuples sur la question européenne démocratiquement, et partout quand les peuples doivent voter en Europe, il se passe en ce moment ce que vous voyez sous vos yeux. En Autriche, en Pologne, le retour de l'extrême droite en Allemagne, le Brexit en Angleterre. Ce n'est pas la France insoumise qui a souhaité le Brexit, jusqu'à preuve du contraire. Donc on voit bien que les tenants de l'Europe libérale, qu'ils le veuillent ou non, sont en train d'organiser les conditions que l'Europe soit détestée partout, et que donc quand les peuples peuvent se prononcer, ils la rejettent. C'est un problème. Pour nous, la vraie question est que fait-on de la construction européenne? Pourquoi faire? En l'occurrence, là on le voit bien, c'est le libéralisme économique échevelé partout. Et ça ne fonctionne pas. Et donc le volcan explose. Et c'est normal qu'il explose. Comment ça pourrait être autrement? Le problème que nous avons, c'est qu'il explose du côté des nationalismes et de l'extrême droite et de son projet politique mortifère. Alors que nous souhaiterions effectivement le voir exploser, mais le voir exploser du côté de l'humanisme écologique et social que nous représentons. Nous avons développé pendant la campagne présidentielle une stratégie dans le cadre de la conquête du pouvoir national qui était le plan A, le plan B. C'est-à-dire on arrive au pouvoir, on passe par le plan A qui est la négociation avec nos partenaires européens pour renégocier les traités et faire en sorte qu'une autre politique soit menée. Il y a toute une liste pour ça de points sur lesquels nous voulons négocier. Et nous disons que nous venons à la table des négociations avec la capacité de faire autre chose si nos partenaires ne veulent pas entendre raison. Et cette autre chose, c'est le plan B, qui viserait à effectivement sortir unilatéralement des traités actuels, donc s'émanciper du cadre qui est posé, et proposer à toutes celles et ceux qui le voudraient, et figurez-vous qu'il y en a qui le voudraient, d'autres pays, faire autre chose dans un autre cadre. Par exemple, nous voulons faire le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire se poser la question aux frontières européennes de savoir si nous laissons entrer n'importe quel produit dans des conditions désastreuses, parfois avec le travail des enfants, un piétinement complet des questions écologiques, ou alors si on peut produire ça directement dans le cadre de l'Union européenne. Poser la question de la taxation des transactions financières. Poser la question du fait de savoir si c'est encore les peuples et au sein des nations souveraines qui prennent les décisions concernant leur budget, ou si c'est directement à Bruxelles que tout ça se décide. Bref, nous voulons renégocier ce cadre détestable. Mais si ça ne fonctionne pas, nous devons être prêts à faire autre chose, et c'est la raison pour laquelle nous avons ces deux piliers, plan A, plan B. Sauf que ça, vous l'aurez compris, c'est dans le cadre d'une élection qui consiste à conquérir le pouvoir au niveau national. Or, l'élection européenne, ça ne va pas être ça. L'élection européenne, ça va être avoir le groupe le plus important possible de députés insoumis pour faire ce programme et pour faire avancer nos idées et nos projets au niveau européen. Donc l'élection européenne, bien évidemment que la question du plan A, plan B va continuer de se poser parce que comme le mandat des députés européens est suffisamment long pour faire en sorte qu'ils soient toujours là en 2022 au moment de la prochaine échéance présidentielle, évidemment que comme nous avons l'intention de gagner en 2022 ici en France, si on a un groupe de députés européens suffisamment conséquent pour pouvoir appuyer cette idée de négociation plan A et éventuellement de sortie unilatérale seulement si la négociation ne marche pas, plan B, il faudra effectivement un groupe important. En attendant, il y a plein de choses qu'on peut déjà discuter. Et donc, pour nous, cette campagne va se faire avec tout ce que nous voulons réorienter sur les questions écologiques, sociales, démocratiques. Vous savez par exemple que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. D'accord ? Les députés européens ne peuvent pas faire de propositions de loi, etc. Bon. Tout ça, c'est des choses dont que nous voulons modifier. C'est important pour nous de faire cette démonstration implacable que le diagnostic que je viens de vous poser et les solutions qu'on propose, il n'y a pas que la France insoumise qui les propose, ce sont des solutions qui sont partagées par d'autres forces politiques, par d'autres partenaires en Europe. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon est allé récemment à Lisbonne, vous l'avez vu, lancer avec certains de nos partenaires un mouvement au niveau européen qui s'appelle « Et maintenant le peuple », avec notamment les Espagnols de Podemos, les Portugais du Bloco, et puis maintenant vous avez également les Verts, notamment danois, suédois, qui rejoignent cela. Vous avez en Allemagne la constitution d'un mouvement qui va largement s'inspirer de la France insoumise. Bref,
on fait cette démonstration que vous avez en Europe, des gens qui sont d'accord avec ce que nous disons, qui partagent, qui le portent aussi, et que nous pouvons le porter ensemble. Et c'est important de le montrer. Donc nous allons faire une belle campagne. La question de notre appartenance au groupe de la GUE, effectivement, est posée. Et si nous faisons ce mouvement Et maintenant le peuple, c'est bien pour cela. Parce que nous avons quelques problèmes avec ce groupe et sa gouvernance, il faut bien le dire aujourd'hui et dire les choses franchement. C'est que quand on voit qu'il y a encore l'appui là-dedans, notamment à Syriza et à Alexis Tsipras, alors que nous avions nourri beaucoup d'espoir en Alexis Tsipras, qui aujourd'hui va plus loin dans les politiques d'austérité budgétaire que Bruxelles le lui impose, clairement pose question. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir un nombre de députés européens suffisant pour constituer un groupe, et a priori, c'est plutôt vers cela que nous irions. Maintenant, je vais être clair avec vous. Les élections européennes, c'est en 2019. Alors tout ce qu'on vient de se raconter là sur l'Europe et toutes vos questions sont très intéressantes, mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour la grande majorité des citoyennes et citoyens, cette élection européenne, elle va surtout être l'occasion de mettre une bonne pilée à Emmanuel Macron et de lui expliquer que ce qu'il a fait depuis plus d'1 an n'est pas souhaitable et que les gens n'ont pas souhaité cette politique. Qu'en votant pour lui, ils n'ont pas fait le choix d'avoir le leader of the free market qui distribue de l'argent aux plus riches, qui détricote le code du travail, qui fragilise les retraités, qui instaure la sélection à l'université, toutes ces politiques de plus en plus dures qu'on voit. Donc le premier leitmotiv pour aller voter aux élections européennes, c'est clairement de profiter de ce scrutin pour sanctionner Macron et sa majorité. Voilà. Pour le reste, on est très à l'aise et on est toujours prêt à discuter du fond, et d'ailleurs rien que du fond si possible, ce qui est plus intéressant. On a reçu également beaucoup de questions, visiblement assez inquiètes, il faut bien le dire, sur la laïcité. Alors il faut qu'on s'en parle. Bon, on en a sélectionné 2, on en a eu beaucoup d'autres. On a Arnaud Guvnatam qui nous pose la question « Adrien Quatennens, y a-t-il différentes visions de la laïcité au sein de la France insoumise ?» Et ensuite on a Mathis Brasca qui nous dit « Faut-il redonner un nouveau souffle à la laïcité ?» Bon, bonne question. D'abord, y a-t-il différentes visions de la laïcité au sein de la France insoumise? Non. Et pour la raison qu'en réalité, la question ne se pose pas de cette manière. Il n'y a pas plusieurs visions possibles de la laïcité. Il y a la laïcité, point barre. Alors je sais qu'aujourd'hui, la laïcité a été largement attaquée et dévoyée par celles et ceux qui l'utilisent pour en faire un combat contre une religion en particulier, l'islam. Et de ce point de vue, on voit que certains font beaucoup de mal à la République, prétendant la défendre, parce qu'en fait, ils dévoient complètement un principe fondateur de la République pour s'attaquer à une religion et à celles et ceux qui la pratiquent. En réalité, la laïcité, c'est pas ça du tout. Et nous, on se charge de rappeler ce que c'est, et non pas quelle est notre vision, simplement ce qu'elle est, point barre, dans un programme et dans un livret thématique de la France insoumise, que je vous invite à aller lire, sur la laïcité. Donc là, il y a plusieurs dizaines de pages consacrées à la question qui, une fois pour toutes, donnent la position de la France insoumise sur cette question. Et j'ai envie de dire, c'est pour le coup une partie du programme qui est sans doute la moins discutable parce que c'est un socle républicain. Alors il faut rappeler du coup ce qu'est la laïcité. À travers notamment la loi de 1905, la laïcité, c'est un principe qui est porteur de droits. D'abord, la liberté de conscience et de culte. L'égalité des citoyens, sans discrimination aucune, c'est aussi ça la laïcité. Et enfin, la séparation stricte du politique et du religieux, l'un dans la sphère publique, l'autre dans la sphère privée, sans emprise de l'un sur l'autre. Pourquoi organiser les choses comme ça? On peut se poser la question. Certains disent que la laïcité, c'est un combat contre la religion. Il y aurait d'un côté les religieux et de l'autre les laïcards. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que les choses se posent. La laïcité, elle a été conçue justement pour permettre à tout le monde de vivre ensemble, pas de s'opposer. D'accord? La laïcité, elle réexplique que comme, de toutes les façons, nous ne serons vraisemblablement jamais d'accord sur la question de la religion, pour la question que la religion provient d'une vérité révélée, l'existence de Dieu, dans quel Dieu vous croyez et quelle religion vous pratiquez, sont des choses qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas vérifiables. Et donc, la laïcité se charge de poser un principe, sans oublier bien sûr que, et notamment en France, plus de 60% des Françaises et des Français ne se revendiquent d'aucune religion,
voire beaucoup d'entre eux en ont par-dessus la tête des questions de religion et ne veulent même pas en entendre parler. Et pratiquer une religion, quelle qu'elle soit, ou ne pas vouloir en entendre parler et en avoir par-dessus la tête qu'on nous en parle, c'est tout à fait respectable, quel que soit le choix. Mais la laïcité pose ces principes que je viens de détailler pour nous permettre à toutes et tous ensemble, dans l'organisation de la vie publique, eh bien, d'outrepasser finalement ces points de désaccord qui ne sont pas si graves que cela, de manière à pouvoir délibérer collectivement, prendre des décisions collectivement, sans avoir comme préalable à s'occuper de savoir si on pratique ou pas une religion, si oui laquelle. Et donc c'est très important cette séparation. Elle est une condition à notre capacité de faire peuple finalement. Elle ne s'y oppose absolument pas. Et ce n'est pas non plus le combat contre une religion. Il faut bien le dire. Et celles et ceux qui s'emploient à utiliser la laïcité, toujours d'ailleurs, en général, sans savoir clairement nous rappeler ce que c'est et quels principes elle pose pour attaquer une religion, sont à côté. Pour autant, il faut le dire, on doit tenir bon sur ces questions de laïcité, parce que c'est véritablement pour nous la condition de maintenir l'idée que nous avons de la République sociale. Voilà, donc c'est un principe très important et je vous invite à redécouvrir ce livret et vous dire que, par exemple, moi, en tant que responsable politique, tant que je serai élu, évidemment que personne ne connaîtra le fait de savoir si j'ai des convictions religieuses ou pas, si j'en ai lesquelles, parce que je m'efforce à ça. Si je viens là, maintenant devant vous, tenir ma revue de la semaine ou la FAQ avec, je ne sais pas moi, une croix ostensible, une kippa ou que sais-je, clairement, il y en a certains d'entre vous qui seraient peut-être gênés par cela, et ça pourrait se comprendre. Donc le choix, c'est de dire, en tant que responsable politique, on met de côté ces convictions religieuses. On peut les pratiquer, et ceux qui ont des convictions religieuses, c'est souhaitable qu'ils puissent les pratiquer, mais on évite de les mettre en avant. Par exemple, nous avons décidé un certain nombre de principes avec les élus de la France Insoumise, qui est que, sauf circonstances extrêmes, je pense par exemple au décès d'un proche, on évite de se rendre à des célébrations religieuses. Parce qu'il faut le dire aussi, celles et ceux qui sont particulièrement exigeants concernant la laïcité avec une religion en particulier sont parfois les moins exigeants avec d'autres religions. La laïcité, ce n'est pas non plus à géométrie variable. C'est la raison pour laquelle, quand M. Macron va faire une conférence là, dans un monastère, ou quand il dit qu'il faudrait peut-être revoir les questions de laïcité et de lien entre la République et la religion, il se trompe. De la même manière que quand certains responsables politiques s'affichent ostensiblement avec des signes religieux dans une synagogue ou ailleurs, ça pose un problème. La laïcité, elle doit s'appliquer. Séparation du politique, séparation du religieux et les principes. Pas de discrimination et la liberté de conscience pour chacun. Voilà, je pense que c'est assez clair. Si ça ne l'est pas, il y a de la lecture. Alors, je sais que ça passionne les foules, hein. On a aussi beaucoup de questions sur des questions, disons, plus politiciennes, sur les rapports de force et les questions stratégiques entre les différentes forces de gauche, etc. Bon, il y a beaucoup de questions sur ce thème. Donc, quelques-unes rapidement, on va essayer de traiter ça ensemble. Je voulais savoir pourquoi la France Insoumise refusait un ralliement avec le reste de la gauche antilibérale. Première question. Ensuite, on a « J'aimerais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur l'état actuel des rapports entre la France Insoumise et les différentes forces d'action de gauche, entre parenthèses, associations, syndicats, certains partis comme le Parti communiste, etc. » Et ensuite, on a « Convergence sociale, pourquoi syndicats et partis politiques ne peuvent pas converger alors que syndiqués et militants aspirent à plus d'action citoyenne ?» Ces questions nous sont posées par Arthur, Irving Fleck et Bis Edouard. Alors, plusieurs choses. D'abord, peut-être dire que dans le mouvement social en cours, qui est toujours en cours, il y a justement une convergence, quand même, faut l'observer, puisqu'on a assisté et on a participé à un véritable décloisonnement entre les organisations politiques et syndicales. Si on prend par exemple la marée populaire du 26 mai, qui a été un vrai succès dans tout le pays, où il y a eu plusieurs centaines de manifestations partout dans le pays, vous aviez là des responsables syndicaux, des syndicats, des politiques et des associations. D'ailleurs, c'est même les associations qui étaient dans la locomotive. Clairement, au vu des positions d'Emmanuel Macron et de la manière dont il avance, le rapport de force dans l'action nécessite ces convergences face à lui, c'est très clair. Et c'est en train de se faire, ça se fait,
et c'est plutôt positif pour la suite de nos actions. Et j'en profite pour dire que même si le vote au Sénat a eu lieu et même si la navette législative se poursuit notamment sur la question des cheminots, jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous a encore démontré que la concurrence à la SNCF allait améliorer quoi que ce soit. Donc il y a toujours lieu de se mobiliser. J'ai même envie de dire, soutenir la grève, c'est aussi soutenir les usagers. Et oui, les mêmes usagers qui subissent les conséquences de la grève, c'est pas facile, certes, c'est pas facile non plus pour celles et ceux qui la font, la grève, mais demain vous subirez potentiellement les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Et j'aime autant vous dire que si on regarde ce qui se passe dans certains pays voisins en Europe qui ont fait la même chose, visiblement c'est plus compliqué à subir que de subir la grève pendant quelques semaines. Donc tant qu'il est encore temps et que le rapport de force est possible, soutenons les cheminots. Et dans cette bataille-là, c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas se poser trop de questions sur le fait de savoir si ah bah, toi tu es un parti politique, toi tu es une association ou un syndicat. Non, là clairement, dans le rapport de force, c'est tous ensemble, c'est la démonstration que nous faisons et il n'y a pas de difficulté pour ça. Maintenant j'en viens à la question plus politicienne, c'est-à-dire le temps des élections. Est-ce qu'on peut espérer à tout prix l'unité entre les différentes forces de gauche, etc. Bon, d'abord, dire les choses. Moi je suis convaincu de quelque chose, deux choses. D'abord, que l'unité en politique, il y en a qui sont des champions pour appeler à l'unité ne peut pas être un préalable. Ça ne peut pas être d'abord l'unité à tout prix et après on voit sur quoi on est d'accord. Non, c'est dans le sens inverse qu'il faut faire les choses. C'est d'abord on discute du fond, on voit quels sont nos points de désaccord ou d'accord et en fonction de ça, on décide de savoir s'il y a unité ou pas. Hein, pas dans l'autre sens. Parce que si on le fait dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a une potentielle unité mais qu'on est d'accord sur à peu près rien et donc qu'est-ce qu'on va faire? On met les désaccords sous le tapis quand il y en a, et derrière on fait une espèce de ventre mou politique qui ressemble à rien. Donc ça n'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable d'autant plus qu'aujourd'hui, et c'est une bonne chose, les citoyennes et citoyens, dans le cadre de la recomposition politique qui est en train de se faire, regardent de plus en plus, écoutent de plus en plus ce que disent les responsables politiques et ce qu'ils portent. Moi, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent clairement ne jamais avoir voté à gauche de leur vie et écouter attentivement ce que raconte la France Insoumise, découvrir un tas de sujets que nous portons et dire qu'ils sont d'accord avec nous. C'est souhaitable. La logique, c'est pas faire de la tambouille politique pour essayer d'avoir un rapport de force, d'autant plus que certaines additions électorales ne se font même pas. Le moment est à convaincre les gens sur le fond. Donc, pour ce qui est du rassemblement et de l'unité, la France Insoumise ne pose pas les questions en termes de ralliement, quoi que ce soit. On ne demande à personne de se rallier à la France Insoumise. D'abord, nous ne faisons pas un parti politique. On ne peut pas être comme un parti politique autour de la table. Dans la France Insoumise, vous avez des gens qui, figurez-vous, sont membres de partis politiques différents. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être membre d'un parti politique, quel qu'il soit, et membre de la France Insoumise, pour la raison que la France Insoumise est un mouvement et non pas un parti, et que donc elle accepte la double appartenance. La seule chose qui fait point d'accord entre nous tous, au sein de la France Insoumise, c'est le programme et le contenu, qui par ailleurs est toujours en train de s'actualiser. Donc si on est d'accord sur le fond, eh bien on peut discuter. Après, sur la question du cadre posé, je pense, tout le monde n'est peut-être pas de cet avis, que la séquence de 2017 a quand même fait quelques démonstrations. Aujourd'hui, force est de constater que dans ce qu'on appelle la gauche au sens large, la France Insoumise est en première position. Et que donc se pose la question pour tous les autres de savoir s'ils continuent à nous jeter des pierres, à nous détester, ou si à un moment donné ils s'interrogent eux-mêmes sur ce qu'est l'état des rapports de force politiques, et même plus que de simplement voir les choses en termes de rapports de force. Moi je pose la question, y compris à certains des membres des autres formations politiques qui aujourd'hui ne participent pas à la France Insoumise. Essayez de vous interroger sur la méthode qui est la nôtre, ce que nous essayons de faire. Pourquoi nous avons fait ces choix ? Jean-Luc Mélenchon n'a pas commencé sa campagne de 2017 en faisant la France Insoumise juste pour mépriser ou s'exonérer de discuter avec les autres. Non, pas du tout. Enfin, c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est le fruit d'une réflexion politique, d'une stratégie dont on pense qu'elle est celle qui va permettre de convaincre le grand nombre. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de faire la meilleure guirlande d'étiquettes politiques pour tous se représenter, noyer nos identités dans un cadre différent. Non, l'idée c'est que sur le fond, si on est d'accord, on puisse travailler ensemble. Et nous pensons que le cadre de la France Insoumise et de ce mouvement est un cadre qui rassemble aujourd'hui déjà très large. Vous avez là-dedans des militants qui sont militants depuis des années, d'autres qui le sont depuis seulement quelques instants. Vous avez des gens qui collent des affiches, qui font des tractages, qui font des distributions tous les jours, qui vont à la rencontre des citoyens tout le temps. Vous avez celles et ceux qui sont juste abonnés à une newsletter. Et tout ce monde se retrouve dans un objectif qui est programmatique. Mais la France Insoumise accepte de discuter avec tout le monde.
sans aucune difficulté. Par contre, on ne fera pas semblant quand on sera en désaccord. Et on essaiera même plutôt de chercher à convaincre des gens qui pourraient être nos partenaires. Vous voyez, il y a des débats, par exemple, on discutait tout à l'heure de l'Europe. Sur l'Europe, vous avez à gauche des formations de politique qui, depuis des années, font de l'incantation en disant voilà, il nous faut l'Europe sociale, environnementale, sans jamais vous dire comment ils vont y arriver. Bon, nous, à la France Insoumise, on s'efforce quand on fait des propositions, tant qu'à faire, d'être conséquent. Et donc de dire nous, c'est ça qu'on veut, c'est l'Europe sociale et écologique, et donc on dit comment on va le faire, quels sont les points de blocage et comment on fait pour les lever. C'est quand même très important. Et vous voyez bien que sur la question des traités, par exemple, il y a ceux et celles qui vous disent qu'on peut faire à traité constant, et qu'on peut mener une politique ambitieuse écologiquement et socialement à traité constant, et les autres, comme nous, France Insoumise, qui vous expliquons qu'on ne peut pas mener une politique ambitieuse dans le cadre des traités actuels et que donc il faut les revoir. Et de cela, on peut encore discuter ensemble. Donc oui à la discussion, oui à l'unité dans l'action, dans le rapport de force face à Emmanuel Macron. Quant aux séquences électorales, pour nous, le cadre France Insoumise est un bon cadre, mais bien évidemment, chacun y a sa place dès lors qu'on est en accord sur le fond. Et pour ça, il faut effectivement discuter. Donc pas de problème avec la discussion, elle est même souhaitable, la discussion. Question de Matt LGDC. Les élections municipales de Lille sont-elles un objectif pour vous au vu des scores réalisés par la France Insoumise dans la ville? Serez-vous la tête de liste France Insoumise? Tiens, question qui est beaucoup posée, pas qu'elle manque d'originalité, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle intéresse beaucoup de gens. Bon, d'abord, vous dire une chose, on vient de parler d'Europe. Les élections municipales sont secondaires à cette heure, parce qu'on va d'abord devoir s'employer à bien mener et à avoir le meilleur rapport de force pour les élections européennes. Mais bien évidemment qu'une élection municipale, ça se prépare, ça ne se fait pas au doigt mouillé, et c'est quelque chose où il faut s'y prendre bien à l'avance. Évidemment que dans plusieurs grandes villes de France, je pense à des villes comme Marseille, Montpellier, Toulouse et Lille évidemment, que la question est très intéressante dans la mesure où ce que nous avons fait en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon et aux législatives nous a permis d'acquérir certaines positions. À Lille, quelle est la situation? La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon était le premier aux élections présidentielles. Il a fait un peu plus de 30%. Et des circonscriptions qui étaient acquises de longue date au Parti socialiste et qui étaient prétendument indéboulonnables, ont été gagnées par la France Insoumise. Vous avez mon ami Hugo Bernalicis qui a gagné dans la deuxième circonscription et votre humble serviteur dans la première. Par conséquent, c'est clair que ces deux circonscriptions recoupant l'essentiel de la ville de Lille, oui, à Lille, il y a une très forte sympathie pour la France Insoumise et j'ai même envie de dire qu'elle se développe considérablement depuis que nous sommes à la tâche en tant qu'élus. Mais il n'y a pas que les élus, il y a aussi tout le travail absolument formidable que font dans toute la métropole, comme je le vois ailleurs dans le pays, les volontaires, les militants, les bénévoles de la France Insoumise. Ils sont à la tâche tous les jours, comme nous, avec les conditions particulières de leur action, qui n'est pas celle d'un élu qui consacre tout son temps à la politique, mais ils y consacrent beaucoup de temps. Ils sont au travail sur le terrain, tous les jours, ils sont à l'action, ils vont à la rencontre des citoyens pour porter nos idées, et puis aussi, ils font des choses que vous ne voyez pas, mais qui préparent la suite. Ils rencontrent les associations, ils rencontrent les acteurs de terrain, ils rencontrent les entreprises, ils discutent avec tout le monde, et on essaye d'avoir un niveau d'expertise qui soit sans cesse le plus élevé pour avoir quelque chose à proposer qui soit intéressant, mais surtout créer les conditions, le moment venu, de mettre toutes les citoyennes et citoyens à contribution sur un projet municipal, évidemment. Donc, est-ce que c'est un objectif pour nous? Oui, assurément, ça l'est. Et pas dans un état d'esprit de faire tomber qui que ce soit. Parfois, on entend toujours ça. Voilà, vous voulez faire tomber Martine Aubry, vous voulez faire tomber le maire de telle ville. Non, la question ne se pose pas en ces termes-là. On a un projet politique, on crée les conditions de pouvoir le porter, et on pense que dans certains endroits, on a tous les moyens d'y arriver. Et Lille en fait partie, assurément. Mais voilà l'état d'esprit qui domine. Alors après, la question de la place des uns et des autres dans le dispositif, j'ai envie de dire qu'à cette heure, elle n'est pas essentielle. Bien évidemment qu'on y pense. Alors moi, ma place dans ce dispositif, elle sera à déterminer. Mais à cette heure, s'il vous plaît, vous vous adressez à quelqu'un qui vient d'être élu député, qui a été élu pour 5 ans et qui, vous le voyez, est pleinement concentré sur sa tâche. Moi, je ne considère pas mon action politique comme étant au service de moi-même. C'est au service de nos idées. Et la question que je me pose personnellement chaque jour, c'est comment je peux me mettre à la tâche pour faire fonctionner le collectif et nos idées. Bon. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs options et possibilités sur la table.
Il y a des potentiels candidates et candidats qu'on connaît, que nous avons identifiés pour plusieurs villes de la métropole. Et puis il y a aussi les candidates et candidats que nous sommes en train de découvrir ou que nous ne connaissons pas encore, compte tenu de tout le travail que nous faisons en coulisses pour rencontrer les uns les autres, qui ont plein de choses intéressantes à nous proposer et qui bien souvent même nous disent « je ne peux pas encore le dire, mais j'ai très envie de travailler avec vous et le moment venu, je sortirai du bois pour venir vous aider ». Il y en a plein. Donc les possibilités sont multiples. L'objectif étant de gagner, le moment venu, la question se posera de savoir si est-ce que si c'est tel ou tel autre, eh bien ça change tout sur la capacité que nous aurons à gagner. Et là, nous aurons à prendre une décision collective. Mais la décision ne se prendra pas autrement que collectivement, avec l'intérêt général qui est de faire en sorte que nous puissions gagner. Voilà. Mais oui, nous sommes au travail, mais avant de penser municipal, on s'active pour les européennes. Alors, Bref de gauche qui nous pose cette question. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la politique? Quelles ont été vos idées et leur évolution? Avez-vous été notamment plus à gauche ou plus au centre? Bon, rapidement, parce que bon, à 28 ans tout juste, ma vie, mon œuvre, ça va quoi. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'étais adolescent, vers l'âge de 14-15 ans. Puis il y avait la séquence des mobilisations contre le contrat de première embauche. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à embrasser les premières manifestations lycéennes et étudiantes. Et dans le même temps, j'ai commencé un engagement associatif autour du droit au logement à Lille, où je faisais plusieurs fois par semaine des maraudes pour aller venir en premier secours avec les associations auprès des sans-domicile fixe. Et toute cette sphère militante m'a fait rencontrer des gens qui étaient dans des formations politiques et associatives diverses. J'ai rencontré des militants de l'association ATTAC. Je salue d'ailleurs la relaxe de notre ami Nicole Briand hier à Carpentras, qui était poursuivie par la BNP Paribas pour avoir volé une chaise dans le cadre de la mise en évidence de l'évasion fiscale de plusieurs banques françaises. Ça fait la deuxième fois que Attac gagne un procès. Il y avait eu le cas contre Apple à Paris et le cas de Nicole qui a été réglé hier à Carpentras, et c'est très encourageant pour la suite de l'action contre l'évasion fiscale. Donc Attac, j'avais rencontré leurs militants et j'ai été membre de l'association autour de mes 18 ans, et je m'en suis servi plutôt comme d'une nourriture théorique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de publications chez Attac qui m'ont fait réfléchir. Je n'étais pas vraiment militant, pour tout dire. Et puis petit à petit, je m'intéresse de plus en plus à la politique. Il y a la période qui est celle de la constitution du nouveau parti anticapitaliste autour d'Olivier Besancenot. J'ai observé ça, mais je m'en suis détourné assez vite, sans avoir posé d'acte d'adhésion, parce que je pensais qu'on aurait là un véritable parti creusé, qui très vite est redevenu quelque chose d'assez minoritaire de mon point de vue, et qui n'avait pas la prétention réelle de perspective de prise de pouvoir. Or moi je considérais que faire de la politique, c'est pour aller prendre le pouvoir et pour faire en sorte que ces idées gouvernent. Et en fait, c'est au moment où Jean-Luc Mélenchon est sorti du Parti Socialiste, pour des raisons que j'ai trouvées très bonnes, c'est-à-dire en gros continuer le fil du socialisme jusqu'au bout, qui ne s'incarnait visiblement plus au Parti Socialiste, qui avait complètement viré côté libéral. Jean-Luc Mélenchon sort, la création du parti de gauche a été un moment très intéressant, et je le rejoins au moment de la campagne de 2012. Et après, sur la séquence 2012-2016, eh bien, j'occupe plusieurs responsabilités comme bénévole au sein du parti de gauche. Je milite quotidiennement, je m'engage beaucoup. Et puis arrive la campagne de 2017, commencée début 2016 avec la France Insoumise, où je me suis occupé de faire en sorte que le mouvement et son démarrage fonctionnent bien dans le Nord, et notamment dans la métropole lilloise, jusqu'au moment où je suis devenu candidat, parce que ça a été décidé par les militantes et militants du mouvement pour la première circonscription du Nord, et aujourd'hui devant vous, député, après l'élection que vous connaissez. Voilà un petit peu quel a été mon parcours, même si compte tenu de mon âge, ce n'est pas un parcours qui date depuis plusieurs décennies, mais quand même, ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans. Voilà. Bon, pour terminer, après toutes ces questions très sérieuses, a priori on m'a sélectionné une série de questions plus inattendues. Bon, mais là, celle que je vois sous mes yeux, elle est tout à fait sérieuse. C'est Donkey Kong qui me demande si je joue aux jeux vidéo et quel est mon main Overwatch. Alors, je ne joue pas à Overwatch, je connais. Je sais que c'est le dernier jeu de Blizzard qui a été un peu le successeur de World of Warcraft, et j'ai un très bon ami qui y joue quasiment tous les jours et qui m'a expliqué ce que c'était. Bon. Moi, il s'avère que j'ai eu une période jeux vidéo qui est révolue, faute de temps finalement, parce que
J'aime beaucoup ça. Et si j'avais plus de temps, je crois que je jouerais encore. Et ça m'arrive des fois très ponctuellement de jouer encore, mais c'est assez rare. En ce moment, quand je me détends, c'est plutôt, vous l'avez vu, à la musique que je reviens. Mais j'ai eu ma période de l'âge de, je dirais, 12-13 ans jusqu'à mes 19 ans, où j'ai énormément joué, notamment à 2 jeux en réseau. J'ai joué pendant très longtemps à Counter-Strike, c'était à l'époque la version 1.6, et j'avais une équipe, c'est de très bons souvenirs. Voilà, on faisait des matchs, je me souviens, où on faisait des stratégies d'abord entre nous. Il y avait déjà quelque chose de, voilà, l'idée d'un esprit d'équipe et de comment on se répartit les tâches sur les différentes maps. J'ai joué pendant des heures sur la fameuse carte Dust 2, Inferno, bref, j'ai plein de souvenirs de Counter-Strike qui sont formidables. Et c'est ce jeu-là dont il m'arrive de jouer encore de temps en temps. Alors bon, le niveau a quand même bien baissé, hein. C'est pas aussi évident que le vélo, ça revient moins facilement. Et après, j'ai eu une période plus courte mais néanmoins intense où je jouais à World of Warcraft. Voilà. Je me souviens notamment d'un gnome mage que j'ai joué à World of Warcraft. Il y a eu un tauren chaman aussi. Voilà, j'ai de bons souvenirs à passer des heures sur ce jeu. En plus, c'est très, voilà, il y a quelque chose de très immersif, quoi, parce que quand il fait nuit, sur l'heure de votre ordinateur, il fait nuit dans le jeu, vous êtes plus de 3000 à jouer en réseau au même moment. Bref, j'ai énormément de bons souvenirs. Voilà. Mais c'est ces 2 jeux qui m'ont vraiment marqué, Counter-Strike et World of Warcraft. Et de temps en temps, j'avoue que petite partie de CS me fait pas de mal. Lucas Fournier qui me demande plutôt Lille OSC ou RC Lens. Bon, bah clairement, je ne vais pas vous décevoir, je suis assez peu foot, mais c'est clair que pour moi c'est Lille et je suis ravi de voir que Lille se maintient en Ligue 1. Mais bon, il y a dissensus hein, parmi les gens qui sont avec moi et qui travaillent avec moi. Je sais que par exemple derrière la caméra là, il y a Florian et lui clairement c'est le RC Lens, quoi, sans difficulté. Puis on a aussi Nico et lui pour tout dire c'est Montpellier. Alors bon, on va dire voilà, c'est un peu le beans, mais bon on s'entend quoi. Baptiste, hashtag 5 mai. Bon, le 5 mai, c'est passé, hein, c'était très bien, mais c'est passé. Qui pose la question, bière ou whisky? Alors là, je vais vous décevoir, je suis désolé, mais comme je ne bois pas d'alcool, et que c'est vrai, ça déçoit du monde, hein, mais je dois l'assumer. À la question bière ou whisky, je vais plutôt répondre grenadine, quoi. Allez, une dernière pour la route par Macropodidé, qui me pose la question suivante. Que penses-tu de la déclaration de Roselyne Bachelot selon laquelle Alexis Corbière est le plus beau? Bon, Alexis, c'est non seulement mon ami et camarade, c'est aussi mon partenaire de karaoké. Et puis bon, bah voilà, faut dire les choses, quoi. Elles ont le mérite d'exister. Oui, effectivement, on ne peut pas rivaliser face à Alexis Corbière, c'est clair. C'est le Georges Clooney de la politique française.